Chers amis d'Odessa, mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais effectivement à mon tour remercier Isabelle de ce qu'elle fait d'abord pour votre association. Je suis très admiratif de ce travail et surtout de ses résultats et des résultats qui peuvent être pérennes puisqu'ils sont enregistrés effectivement et mis sur le net. Et je m'en réjouis effectivement parce que pour nos amis qui vivent à Odessa, il est extrêmement important de voir l'attention qu'on porte à leur sort et à ce qui arrive à l'heure actuelle. Donc, je me réjouis beaucoup de ce que vous entreprenez, de ce que vous réalisez si bien. Je voudrais aussi remercier Nicolas Ferry, qui maîtrise si bien lui aussi l'utilisation du célèbre Zoom et la mise sur Internet de ses présentations. J'aimerais aussi dire un grand merci à deux amis, Alice et Anne Castel, pour leur aide concernant les subtilités des ordinateurs et pour l'impression à la dernière minute de mes quelques pages de brouillon. Je voudrais maintenant vous donner quelques indications au niveau des sources. Je vais essayer de le montrer. Ici, vous avez effectivement le livre célèbre de Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, qui est toujours intéressant. Ensuite, le dernier livre qui vient d'être publié maintenant, le bouquin de l'humour juif, qui est extrêmement bien fait, très récent puisqu'il est de novembre 2023, et qu'il parle à la fois de l'humour des juifs ashkénazes et quelque peu des juifs séfarades. À côté de ces livres-là, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits effectivement sur l'humour et sur l'humour juif en particulier. Je voudrais vous signaler en russe ceci, Anekdoty at Одесситов, qui a été publié justement à Odessa par la bibliothèque et la librairie, en même temps la maison d'édition Optimum, donc à Odessa. De même, ce livre qui s'appelle Русские anecdotes, qui est relativement bien fait, dans la collection Языки славянской культуры. Voilà. Et enfin, un périodique très connu autrement, dans lequel il y a ceci qui s'appelle légèreté, et je crois que c'est un des mots qui caractérise le mieux la société odessite et la vie à Odessa, jusqu'à évidemment euh, cette invasion par les Russes, par Vladimir Poutine et son armée de l'Ukraine. Donc cette légèreté, jusqu'à maintenant, avait été tout à fait remarquable et importante. Enfin, pour terminer, je voudrais vous signaler qu'il y a un grand nombre de revues, de périodiques, plus ou moins académiques d'ailleurs, qui parlent de l'humour, en particulier une équipe interdisciplinaire de recherche sur l'image satirique, et avec un comité international qui est très international justement, avec une publication qui s'appelle Ridiculosa, et qui a déjà publié 28 numéros depuis 1994. Je vous cite un ou deux termes. Leurs études portent sur l'analyse de l'image satirique, sur l'histoire de la satire imagée, sur le rapport entre image satirique et histoire des mentalités, sur rire et sourire, et puis des numéros thématiques tout à fait intéressants. Par exemple, numéro 4, tyrannie, dictature et humour, qui fait bien la différence entre l'humour dans les démocraties et l'humour dans un système unidimensionnel totalitaire. Numéro 6, textuel et visuel. Numéro 7, le rire des nations. Numéro 22, quand la peur se dessine avec humour. Et numéro 23, caricature et liberté d'expression. Voilà. Alors, ceci est intéressant parce qu'ils analysent aussi les journaux humoristiques en France au tournant du XXe siècle, en particulier des périodiques comme Le Rire, comme L'Assiette au beurre, ou encore Psut, dont j'aurai à vous parler éventuellement si l'on a le temps. Alors, je voudrais maintenant dire quelques mots, signaler quelques pistes que l'on pourrait explorer, même rapidement ici. Euh, En particulier, je voudrais commencer cette intervention par une réflexion sur ce que disait à l'époque, nillo tempore, vraiment Aristote, puis Rabelais,
le rire est le propre de l'homme. Vous le voyez sur le petit plan là que je vous ai donné, j'ai mis un point d'interrogation, car je me demande véritablement si l'homme est le seul à être capable de rire. C'est vrai que cette forme d'esprit railleur aurait existé dès l'origine des hominidés. En effet, le rire est inné. C'est un mot très important, le fait que le rire soit inné, parce qu'il ne s'apprend pas, comme on doit le faire pour tous les autres systèmes de signes de notre humanité, à commencer par le langage. Mais c'est le rire, entre autres, que nous partageons avec les chimpanzés et les bonobos, si proches de l'être humain que, nous disent les spécialistes, 98,7% de notre ADN est aussi celui de ces singes, plus ou moins grands et plus ou moins futés, mais qui, effectivement, comme on le voit ici, ce bonobo, ce brave bonobo est en train de rire à gorge déployée, comme je montre sur ce petit plan. Vous avez en haut un coca australien qui semble sourire et qui semble absolument charmant, mais en fait, c'est un rictus simplement qui le fait sourire en continu. Alors, quelle est la différence entre le rire que peut avoir effectivement un grand singe ou un singe plus petit et celui des humains? Eh bien, il semble que le rire, qui est commun au départ entre tous les hominidés, se soit arrêté au stade initial pour les singes, tandis que la capacité et les fonctions du rire ont considérablement évolué chez l'être humain. Cette mutation est due évidemment au développement du regard réflexif que l'homme a posé sur le monde environnant et donc sur lui-même et sur les autres. Cette prise de conscience a été un véritable changement de braquet, si je puis m'exprimer ainsi, car elle offre une capacité de détachement et donc de jugement par rapport à la réalité immédiate, matérielle et humaine. Ainsi, en s'éloignant du rire mécanique ou du rire nerveux causé par le chatouillement ou le stress, l'humour serait né à la suite de cette évolution salvatrice. Il découlerait de cette distanciation qui aurait permis d'abord un regard critique et amusé sur le monde, ensuite son expression dans la formule orale ou dans l'art. Il en résultera un rôle stratégique de l'humour qui s'exercera aussi bien dans la défense que dans l'attaque, par le biais de mots choisis, à bon escient, ou de dessins quasiment peints à fresque ou gravés sur la pierre. Dans un cas comme dans l'autre, il deviendra possible de manier l'ironie ou le sarcasme et de les appliquer à soi-même ou à d'autres. Je voudrais citer quelques mots de Haïm Corsia, le grand rabbin de France, qui m'a semblé cristalliser beaucoup d'informations sur le rire et sur les blagues. J'aime, dit-il, démarrer mes discours par une blague. Pourquoi? Pour créer une connivence. Et ce mot est très important, c'est le facteur communication dans une blague que l'on raconte, où il y a en fait trois intervenants. Il y a évidemment le locuteur, celui qui a imaginé éventuellement ou qui raconte une blague. Il y a celui que Freud appelle la victime, c'est-à-dire euh, celui auquel s'adresse cette blague critique de cette personne. Et il y a troisièmement le spectateur, car il faut toujours qu'il y ait un spectateur pour effectivement apprécier cette blague et à ce moment-là éclater de rire. Alors il prolonge son topo en disant l'humour, c'est ce qui permet de rapprocher les gens. Le principe du rire est de briser une barrière entre les gens. Il lézarde les murs. Alors nous voyons ici, c'est le début de ce diaporama que je voudrais vous montrer, cette page de garde, à vrai dire, du journal Beach, qui est, vous le voyez, un hebdomadaire de satire politique qui a été créé en 1920 et qui a été créé par MAD, M-A-D. Alors MAD a plusieurs significations, évidemment la folie aussi, ou celui qui est fou, mais c'est en réalité le pseudonyme d'un des plus grands caricaturistes, satiristes d'Odessa,
émigré à Paris, donc lui aussi parisien d'Odessa, qui s'appelle Mikhail Alexandrovitch Drizo, d'où MAD, effectivement, hein, voilà. Alors, vous le voyez ici, il a imaginé ce malheureux Odessite où tous les émigrés qui ont dû partir de Russie après 1917 et qui font le tour de la planète souvent, on trouve partout effectivement des émigrés de cette période et en particulier en France. Voilà, si vous voulez, c'est le premier numéro en 1920 de cette revue Beach qui est tout à fait importante pour nous. Poutine, évidemment, le faux tsar, qui me fait penser à cette formule que l'on a eue, l'humour caresse, la satire mord. Et cette morsure, on le voit très bien avec cette caricature très judicieuse, il me semble, de Poutine, flanqué de la toque de Monomaque, le grand prince de Kiev, qui a été effectivement à l'origine de cette dynastie. Alors, je voudrais maintenant avancer encore un peu pour montrer le fou rire et les rires, justement, de tous les personnages importants, mais qui se flattent de ne pas être des dictateurs, qui se flattent au contraire d'avoir un regard amusé sur le monde et sur eux-mêmes. On le voit très bien avec ici Clinton et Yeltsin. Et j'avais pensé à cette blague de Woody Allen, si vous voulez faire rire Dieu, parlez-lui de vos plans, et peut-être les deux hommes politiques parlaient ici aussi de leurs plans. Vous avez à côté, j'espère que vous le voyez, ici un Bouddha qui est souriant. Ah, je vais revenir encore. Voilà, un Bouddha qui est souriant et un moine aussi souriant. Alors que le rire n'est pas toujours partagé par les différentes religions. On voit que dans le christianisme, si la Bible parle à certains moments de rire, effectivement, mais c'est dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau, et on voit le sérieux qui peut être celui du Christ, avec son amabilité certainement, et avec aussi ses rages parfois, avec ses pleurs aussi, comme dans le Jardin des Oliviers. Donc on a beaucoup de sentiments, mais le rire est assez peu fréquent, et dans les églises chrétiennes, on voit effectivement peu de rire. En revanche, Bouddha est toujours souriant. Pourquoi? Parce que cela signifie une communion avec les autres, une sorte d'empathie à l'égard des autres, et en même temps, avec un gros ventre, effectivement. J'en ai un dans mon bureau ici que je peux vous montrer, un gros ventre, effectivement, mais qui est assez caractéristique de cette volonté de Bouddha d'absorber en lui-même tous les maux de l'humanité et toutes les difficultés de l'humanité. Donc c'est une caractéristique assez particulière que l'on retrouve en particulier aussi sur les gros moines français qui ont apparemment la bonne vie. Alors voilà, j'arrive maintenant à ce dont je voulais parler, c'est-à-dire le sourire tout à fait antique, extrêmement lointain, qui est celui de Tripolie. Cette civilisation de Tripolie, Tripilia en ukrainien, vous le voyez, est très ancienne, 6e ou 3e millénaire avant notre ère, à l'époque, à dire, de l'Égypte pharaonique. Et nous avons ici trois objets tout à fait remarquables de cette civilisation trop peu connu, il me semble, en France, et qui se trouve au sud de l'Ukraine et qui mord sur la Roumanie. Vous avez ici le penseur. Vous avez au milieu cette jarre qui est un style humain, si vous voulez, avec les yeux et le nez, qui est en fait vous voyez, une déesse peut-être palmée. Donc, il faudrait pouvoir l'expliquer. Je crois que personne à l'heure actuelle est capable encore d'expliquer cela. Et vous avez ici ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire ce sourire sarcastique à droite, qui est gravé sur une pierre de cette civilisation. Euh, au- Au-delà même du sarcasme, il faudrait parler de rire sardonique. Vous savez, ce rire qu'en Sardaigne, justement, on était supposé obtenir avant l'ère chrétienne, de ces vieillards que l'on allait tuer
et qui riait ainsi de cette façon-là. Donc c'est un rire vraiment sardonique et qui est très rare. Ici, dans ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire cette sorte d'archéologie du rire, nous trouvons donc ce sophiste ambulant qui est à droite, enfin qui est bien indiqué sur cette cruche à vin ici, qui devait certainement assez apprécier. Et puis, vous le voyez ici plus en détail, c'est une photo, c'est la même photo, mais qui est reprise différemment. Alors, il est nu totalement, il est appuyé sur un vêtement, et c'est quelqu'un qui doit enseigner l'art de la rhétorique, un peu ici et là, dans les différentes villes par lesquelles il peut passer. Et car vous le voyez, c'est vraiment une critique, une caricature du sophisme, puisqu'il a cette énorme tête et un tout petit corps. Donc ce qu'il dit est peut-être sans aucun intérêt, ou personne ne peut s'arrêter devant lui, qui a cet aspect un peu ridicule, si vous voulez. Donc nous avons ici cette possibilité de voir la profondeur du rire et de l'humour depuis l'époque très ancienne que représentent effectivement les grands singes, par exemple, et puis jusqu'aux différentes civilisations du 8e, 3e millénaire, et puis 5e siècle avant notre ère, cette cruche à vin qui nous montre ce sophiste. Alors, je vais arriver ici à la période tout à fait contemporaine, c'est-à-dire à ce caricaturiste russe qui a eu un sort un peu confus parce qu'il était extrêmement anti-bolchevique, on le voit par ses caricatures avant 1917 et même jusqu'en 1918, et ensuite, puisqu'il n'a pas immigré, il a été obligé de se fondre dans la veine soviétique, et on le verra sur la diapo suivante. Vous voyez Lénine à gauche, Alexandra Kollontai au centre, qui a l'air un petit peu hystérique, et à droite, ici, vous avez justement le ministre des Affaires étrangères de Kerensky, qui était un SR, et un socialiste révolutionnaire. Et certainement, avant la Révolution, cet Ivan Simakov devait être justement un socialiste révolutionnaire qui était particulièrement attentif au monde paysan. Et c'est ce que l'on voit dans les diapos suivantes. Vous voyez, Proletarii всех стран соединяйтесь, et ensuite la louange à l'armée rouge prolétarienne. Et à droite, Pomni Agalaдающих, c'est-à-dire donc souviens-toi des affamés. C'est pendant la guerre civile, effectivement, et dans les années 1920, 21, 22, il y a eu effectivement une terrible famine, vous le savez, avant même le Holodomor qui est venu 10 ans plus tard, en 1932, à cause de la collectivisation et de la volonté de Staline de briser le paysan ukrainien. Mais déjà, en 21, en particulier, cette famine a fait plusieurs millions de morts. On en parle très peu, mais ça a été extrêmement tragique. Et ce sont les Américains qui, à l'époque, appelés par Lénine, ont aidé, ce que l'on ne dit plus du tout dans les livres russes évidemment, ont aidé la Croix-Rouge russe et aidé tous les services russes à essayer de contenir cette famine. Alors vous voyez le sort d'un caricaturiste comme Simakov, qui était très anti-bolchevique parce que SR justement et rivalité entre les deux partis, et qui montre ainsi Lénine, Kollontai et ce ministre de Kerensky, et au contraire, qui va s'engager dans la voie de soutien aux bolcheviks, mais il meurt en 1925 dans des conditions que je ne connais pas du tout en réalité. Alors, là, nous avons une sorte de résultat très caractéristique de cette revue Beach, cette revue satirique politique, où l'on voit la famine et la mort, effectivement, dans ce numéro 6 et le numéro 10. Alors, vous le voyez, à gauche, il s'agit du tsar famine, si vous voulez, et qu'il marche sur des crânes
qui sont sous ses pieds et devant le Kremlin. Avec comme commentaire dans la revue Beach, justement, la Russie, deux points, avant on la craignait, maintenant elle fait peur. Et vous voyez ici, il représente le caricaturiste qui est Mad, justement, Rizzo, la Russie autrefois, tout le monde s'inclinait devant elle, et à côté, la Russie, malheureusement, dans une crise de famine terrible, qui est en train, au contraire, de dépérir et de mourir, évidemment. Alors, nous avons ici, c'est un autre caricaturiste, Linsky, qui est très intéressant, qui s'appelle aussi Mikhail, comme Drizo, qui est en fait Moshe en réalité, qui devient Mikhail ensuite, donc Mikhail Linsky, qui est beaucoup moins, disons, caustique que les Drizo, et qu'il nous le montre à travers ces caricatures, caricatures de la jeune femme de la Tchéka, en jolie, avec sa belle blouse, caricature du marin soviétique avec ses pattes d'éléphant, caricature en bas à gauche du directeur d'usine qui profite un petit peu de la NEP et des circonstances nouvelles, et enfin le citoyen lambda de la Russie soviétique de l'époque, 1920-21, et qui est absolument nu, juste un petit panonceau pour cacher ce que vous voyez. Alors, à côté de ce que fait Linsky, vous avez ici son autocaricature d'ailleurs de Linsky, qui est prise dans une réunion du comité de direction à Odessa, dans un journal d'Odessa dans lequel il travaillait avant de venir en exil à Paris. Alors, à droite, vous avez ici justement ce monceau de défunts, effectivement, avec le panonceau La Tchéka, donc la police politique, qui a abouti à cette destruction, à cette mort de tous ces Russes, qui est alors de Drizo. Vous voyez, le style est très, très, très différent. Et Drizo montre justement Lénine en train d'indiquer à des délégués étrangers la vie actuelle et qui leur dit, voyez combien la vie est bon marché chez nous. Voilà. Donc c'est cet humour très caustique de Drizo qui tranche assez sur celui de Linsky. Il faut dire aussi, tant que on parle d'eux, que le sort de Linsky a été très cruel puisqu'il a été fusillé près de Paris en 1941, alors que Drizo a été lui-même arrêté, mais le tribunal a considéré qu'il n'était pas coupable et il a été remis en liberté et est mort donc après la guerre en 1953. Ici, se manifeste effectivement l'antisémitisme dans l'Empire russe et ailleurs, avec en haut ici à gauche donc ce groupe d'autodéfense en 1905, le Bund, en raison des pogroms, les 5 ou 6 pogroms très graves, mais qui n'atteint pas l'horreur de 1905 à Odessa, et puis ce qu'on appelle les Cent-Tirus noirs, qui propagent justement cet antisémitisme avec les prêtres en tête, les militaires et autres. Ce que vous voyez aussi, c'est à droite, c'est cette revue Le Rire, avec effectivement le roi Rothschild. Donc, il y a dans cette revue Le Rire un paradoxe. Il y a un antisémitisme considérable à l'époque de l'affaire Dreyfus, et ensuite, peut-être à cause du changement de direction, vous avez au contraire des anarchistes qui viennent travailler, Drizo, qui a beaucoup travaillé pour Le Rire, justement, et d'autres revues ou périodiques français. Donc, vous voyez que la conduite de ces revues était très, très surprenante, mais que l'antisémitisme se développait, mais néanmoins que moins fréquent que dans la revue Psit, P2ST, qui était celle de Léandre, qui a d'ailleurs Charles Léandre qui a peint justement, qui a dessiné cette caricature de Rothschild, le roi Rothschild, dit-il. Léandre, effectivement,
a participé avec Forain, en particulier Jean-Louis Forain, à cet antisémitisme débordant pendant l'affaire Dreyfus. Mais curieusement, je vous le disais, Drizo a pu lui-même publier dans Le Rire assez régulièrement jusqu'en 1939. Alors voilà aussi quelque chose d'assez intéressant, à mon avis, c'est un heureux travailleur, ceci, oui, Rabotchi, ça date de 1919 et c'est une affiche réalisée par l'Armée blanche qui voit aussi la destruction de la Russie à travers la condition horrible, effectivement, des travailleurs. Ce qui est amusant aussi, il faut le savoir, c'est qu'il est sur un monceau de billets de banque qu'on appelait à l'époque piatakovki, c'est-à-dire ce sont des billets de banque qui ne valaient d'ailleurs pas grand-chose, mais qui étaient significatif de cette période très difficile pour la jeune Russie soviétique, 1918, 19, 20, alors que Piatakov était ministre des Finances du gouvernement soviétique. Alors à droite, vous avez à nouveau l'humour noir de Drizo, avec justement cet immense mur de crâne et le discours que Peters, Yakov Peters, qui était le vice-directeur, si je puis dire, de la Tchéka avec Dzerzhinsky, euh, indique justement à ce délégué anglais qui est devant lui. Et vous vous demandez si nous aurons assez de matériaux pour construire ce nouveau bâtiment, ce nouveau monument de l'international, de la troisième internationale. Donc vous voyez, c'est un humour extrêmement noir, qui est souvent celui de Drizo, et qui veut frapper, si vous voulez, les consciences de, puisque la revue était en russe, celle-ci, frapper les consciences de ces coreligionnaires russes ou ukrainiens, et en même temps publier ce genre aussi de dessins satiriques dans les autres journaux, dans les journaux français. Alors, nous arrivons ici à ce dessin ici de Mad, vous voyez écrit Risunok Madda, hein, Озабоченная власть, avec ce dialogue entre Kalinine au fond et Staline à son bureau. Alors, il y a toujours chez Drizo, oui, Drizo, Mad, toujours, il reprend une formulation de la presse émigrée et ensuite il organise un dialogue. Oui, Staline, 140 millions d'habitants, c'est une blague. Kalinine, quoi? Difficile de les nourrir? Staline, non, c'est pas ça, difficile de tous les fusiller. Hein. Là aussi, humour noir que l'on va retrouver dans la suivante, ici justement, Zabotlivая власть, hein, ce pouvoir attentionné. C'est publié dans Beach, effectivement, en 1932, où le gouvernement soviétique, dit-on, prend toutes les mesures pour que le nombre de personnes affamées se réduise de jour en jour. Voilà donc la solution, nous dit Drizo, cette solution que Staline adopte. Alors là, Linsky, vous le voyez, a un style tout à fait différent, qui est lui-même plus comique. C'est le coiffeur qui voit se dresser les cheveux de celui qu'il coiffe. Et je vous ai donné la traduction. Ah, vous lisez les journaux russes? Oui, comment avez-vous deviné? À vos cheveux. Hein. Primieta, c'est donc un indice. Vous voyez la différence aussi qu'il y a entre ces caricaturistes qui travaillent ensemble pour cette revue Beach, où chacun pour d'autres journaux français, ou aussi qui crée des scénarios. Linsky est un très très bon scénariste qui a été apprécié à cette époque. Alors là, nous avons une nouvelle dimension, c'est-à-dire les enfants pris dans cette volonté d'éducation, formation, formatage, si vous voulez. Novaya Radost, avec ce commentaire, donc après le sapin de Noël, notre dirigeant Staline a préparé une autre joyeuse surprise, l'exécution de ces traîtres trotskistes, de ces chiens, ces traîtres chiens trotskistes, vous voyez. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique aussi de Mad.
essayer de souligner cet embrigadement des enfants dès le plus jeune âge en Russie, dans la nouvelle Russie soviétique. Ici, tout un style tout à fait différent de Mad, une idylle soviétique, c'est la jeune fille toute amourachée de ce jeune garçon qui lui dit: «Mon petit Pierre, est-ce que vous aimez quelqu'un? Oh oui. Que vous adorez? Oui, oui. Et qui? Vous pouvez le dire, le camarade Staline», répond-il. Hein. Voilà. Ça, c'est aussi l'humour de Drizo, Alliance Mad, qui nous montre aussi comment évolue la jeunesse en Russie soviétique. Alors là, ce sont des moments très importants. Nous sommes en 1938, proche de l'alliance entre Hitler et Staline. C'est Hitler qui dit à Staline, «Ah oui, on nous compare à des gangsters, c'est absurde. Les gangsters ont commencé cette carrière en prison, et c'est là, au contraire, que nous l'avons commencé. Hein. Donc voilà euh, les relations entre Staline et Hitler. Il y avait d'ailleurs beaucoup de préscience chez Drizo en ce sens, dans ses commentaires sur le rapprochement d'Hitler et de Staline. Et il y a beaucoup d'autres caricatures. Il y en a une ici. Vous voyez, à Moscou circulent des rumeurs que Staline a une maladie cardiaque. Bon, des bêtises, bêtises que tout cela. Les bruits sont simplement lancés pour que l'on pense justement qu'il a un cœur. Vous voyez. Donc ça aussi, c'est de Mad, avec ici Maxime Gorky qui va être éliminé en 1936. Et c'est la même chose. On a justement Gorky qui est en exil, enfin en exil, c'est lui-même qui est parti, qui a quitté la Russie après avoir écrit un livre fracassant contre les bolcheviks. Ça s'appelle Pensée intempestive, qui est maintenant un livre de poche d'ailleurs, et qui est tout à fait important pour comprendre Gorky, et pour comprendre aussi les difficultés qu'il avait à revenir en Russie. Il y revenait, c'est vrai, passer des vacances, mais s'y fixer totalement, il n'avait pas la moindre intention euh, au début des années 30. Et il dit justement: «Ah, Moscou, Moscou, je rêve évidemment de mourir là-bas». Et derrière lui, quelqu'un lui dit: «Mais alors, Alexei Mikhailovitch, vous ne partez pas pour Moscou rapidement maintenant, puisque vous l'aimez tant?» «Ah non, 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 j'ai aucune envie, je ne me prépare pas à mourir», hein. Donc lui-même n'avait pas tellement d'illusions sur ce que pouvait être son avenir en Russie. Et effectivement, il a été donc éliminé par Staline en 1936, vous le savez. Alors ici aussi, c'est une autre dimension du survol, en quelque sorte, par Mad des réalités soviétiques, et qui s'appelle Sovetska Aviatia, donc l'aviation soviétique. Euh, il s'agit effectivement, dans la presse émigrée, on a indiqué que Tupolev a été arrêté comme traître et condamné. Effectivement, il va être condamné à la prison à partir de 1937 jusqu'en 1941. Et il sera simplement tiré de prison par d'autres grands ingénieurs de l'aéronautique soviétique, mais il sera réhabilité, vous le voyez, qu'en 1955, beaucoup plus tard, alors que la plupart des avions soviétiques s'appellent tout quelque chose, donc Tupolev avec un numéro. Et ce jeune dit à son camarade: «Tupolev a très vite pris de l'altitude, puis a fait un vol plané sur la gauche avant de se poser», et où s'il posait? Sur la Lubyanka, qui est donc la prison où tous les politiques du plus haut rang qui ont été arrêtés ont été enfermés et la plupart du temps fusillés ensuite. Alors, ici, bon, les élections MAD, vous lisez comme moi en 1937, bien que les élections soient secrètes, je vous dirai en confidence que nous avons voté pour le camarade Staline. On voit effectivement ce que pouvait être cette volonté d'apparaître dans la ligne un peu à tous les moments. Staline aussi, 99,5% des voix pour le chef bien-aimé, ha ha ha, comme en Allemagne. Poutine, vous savez que
dans la plupart des pays de l'ancien bloc soviétique, on l'appelle Putin, ce mélange, vous le savez, de Poutine et de Hitler, hein. Et on voit ici sur ces différentes caricatures, Poutine, tu serais fier de moi, papa. Ensuite, se mesurant avec Staline, et ensuite, justement, flatté par Hitler, comme il l'a fait en sortant de son bunker tout à fait à la fin pour flatter les enfants. Alors, Mikhailinski était aussi un caricaturiste assez remarquable dans les portraits, si vous voulez, le rendu de ces portraits, ce qu'il voulait faire passer comme message. On le voit ici sur cette caricature de Nestor Makhno. Vous savez que c'était un des deux opposants majeurs au pouvoir soviétique, et en particulier, c'était le leader des anarchistes qui a d'abord aidé l'armée rouge, et qui, après s'être débarrassé des Blancs, s'est retourné contre Makhno pour écraser son armée anarchiste, effectivement. Et il s'est retiré, ensuite il a quitté par la Roumanie, il a pu repasser en France, et à ce moment-là, il est mort, à la fois de tuberculose et surtout parce que il avait gardé dans son corps une multitude de balles, d'éclats de grenades, etc. Et il était extrêmement fatigué à ce moment-là, et il est mort donc en 1934. L'autre opposant majeur au pouvoir soviétique est Simon Petliura. On a beaucoup dit que l'un, Makhno comme Petliura, avait fait preuve d'antisémitisme et n'avait pas été assez strict à l'égard de leurs troupes lorsqu'elles organisaient des pogroms. C'est vrai, certainement. Et en même temps, il faut voir que l'un et l'autre étaient plutôt, en fait, personnellement philosémites. Et ça se voit par les ordres qu'ils ont donnés lorsqu'il y avait ces pogroms ou ces débuts de pogroms. C'est eux qui les ont arrêtés assez rapidement, mais certainement pas assez rapidement. Voilà, si vous voulez aussi, ce sang qui continue à couler, qui coule là du drapeau russe. Voilà la recette de l'avenir de la Russie, c'est celle évidemment de celui que vous connaissez, qui est à la tête malheureusement de la Russie actuelle. Là, nous passons à un tout autre caricaturiste qui était un, vous le voyez, un doux géant, facétieux et plein de talent, j'indique, qui est mort assez jeune, à 66, enfin, je pense, oui, à 66 ans, et qui était très connu. Alors, c'est vrai que maintenant, avec YouTube ou MeToo plutôt, on fera attention à ce genre de caricature, mais à l'époque, c'était quelque chose qui passait relativement bien, à tort ou à raison. Et en particulier, ceci n'était pas destiné à la presse, à être publié. C'était une petite caricature qu'il avait envoyée pour s'amuser à un de ses amis qui était directeur d'une revue justement humoristique à Paris. À côté, vous avez cette statue très connue de Hannah Arloff, justement, ce David Wiphoff, euh, faite en 1924. Elle est d'ailleurs à Paris, dans un square qui est dans le 14e, si je ne m'abuse. On peut la voir. C'est une petite statue extrêmement intéressante. Au moins un exemplaire de cette statue. Alors voilà, Witthoff avait de multiples talents, donc il était peintre, il était caricaturiste, il était donc dessinateur, on va le voir tout à l'heure, et en même temps, c'était quelqu'un de très bon, de très attentionné et de très chrétien. On va le voir par le dernier dessin que je vous montrais tout à l'heure. Alors c'est un peintre assez original, vous voyez le ravin ici à gauche, ici donc ces arbres. Il faisait de très belles natures mortes. Donc c'est un peintre à la fois d'intérieur et d'extérieur. Et ici, ce qui est assez amusant, c'est la publicité pour le vermouth Dubonnet. Alors ce Dubonnet a été très connu à la fin du 19e siècle, créé par un chimiste français. Vin tonique au quinquina à boire en toutes circonstances. Alors vous voyez ce qui est le ridicule, le comique, c'est de mettre Nicolas II et un de ses enfants à côté de la lionne, si vous voulez. Il a fait
une bonne dizaine de dessins de presse pour ce Dubonnet, dont on connaît encore la chanson, et on va voir aussi. Alors là, on montre ici la légende montre que des modèles à la plage, il faut effectivement boire du Dubonnet. Le chasseur boit du Dubonnet, le grand spécialiste, le grand amateur aussi. Et ici, à droite, donc même à l'hôpital, le médecin propose du Dubonnet à la jeune femme alitée. Et ici, nous avons enfin donc le joyeux de Rille qui chante évidemment sans canaille en chantant du bonnet, et les cloches de l'église du village qui envoient une sorte de petits. Les sons deviennent des sortes de. Sont écrits et partant du bonnet un peu partout. Et vous pouvez même écouter cette petite chanson sur YouTube sans aucune difficulté. Alors, je disais qu'il y avait un côté chrétien chez Wiedhoff qui était très important. On le voit ici, le Père Noël russe qui est en train de déverser des tonnes de neige sur les soldats allemands pour qu'ils ne puissent pas aller combattre. Et surtout, vous voyez ce dessin qui n'est pas un dessin de presse, je pense que c'était un dessin, c'était une gravure en réalité, où l'on voit le Christ et le soldat morts. Ce sont des frères. Vous voyez? Ça, cela est tout à fait touchant, effectivement, et caractéristique de Wiedhoff, qui était un joyeux de Rille, très joyeux de Rille même, et en même temps profondément marqué par cette culture qui était la sienne, cette culture religieuse qui était la sienne. Et vous voyez, il parle du Père Noël russe aussi. Voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous montrer comme diaporama. Et je voudrais maintenant un petit peu développer sur le thème qui nous intéresse directement, de façon un peu plus académique, humour juif et esprit d'Odessa. C'est vrai d'abord qu'il faut souligner que le rire, les essais sur sur le rire, sur l'humour, sont furieusement à la mode et qu'il y a beaucoup de revues, en particulier aux États-Unis, où on écrit énormément sur le rire et le pouvoir, le rire et la démocratie, etc. Euh, En France, on connaît évidemment le Canard enchaîné et d'autres périodiques, si vous voulez, qui poursuivent cette veine, effectivement, le caricaturiste et l'humoriste. Alors, disons que l'humour juif et l'esprit d'Odessa sont deux traditions distinctes, mais souvent associées dans la culture juive, en particulier dans les communautés ashkénazes d'Europe de l'Est ou qui sont issues d'Europe de l'Est. On connaît la longue tradition de l'humour juif qui éclaire d'un jour de comédie les doutes, les drames et les tragédies humaines. Cet humour est caractérisé par sa perspicacité, son autodérision, sa capacité à trouver de l'humour même dans les situations les plus difficiles. Il s'agit souvent d'un humour fondé sur l'observation aiguë de la vie quotidienne, de la vie politique, sur les paradoxes de l'existence, qui se fonde sur des jeux de mots, mais surtout sur des situations qui sont intéressantes par une sorte de mécanisme que je ne vais pas développer, mais qui est tout à fait intéressant à étudier, c'est-à-dire la première, l'humour juif ashkénaze procède le plus souvent par question-réponse. Alors ce n'est pas du tout typique de la culture juive de l'humour. On la retrouve, imaginez-vous, curieusement en Corse, dans ce qu'on appelle chiami respondi. Chiami respondi, c'est quelqu'un lance un thème, qui est d'ailleurs souvent poétique et rimé, mais qui doit être absolument spontané, et l'autre répond et doit amuser, si vous voulez, le public qui attend justement cette joute verbale et qui est donc très connu là-bas, chiami respondi. Alors ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire il y a toujours question-réponse, hein. Et ces questions-réponses sont extrêmement surprenantes parfois, puisque le premier terme, la première question pose en quelque sorte le contexte, et la deuxième semble totalement décalée,
très surprenante, très incongrue, mais en réalité résout le problème. On le voit aussi dans des aphorismes, par exemple Popek, qui est aussi juif d'Europe centrale, d'Europe orientale même, qui disait « Dieu soit loué, mais toujours à un prix raisonnable ». Voilà. L'esprit d'Odessa lui-même, eh bien, c'est un esprit qui est déluré. On note toujours l'astuce des habitants de la ville d'Odessa, important centre culturel et commercial évidemment, dans lequel les Odessites, pardon, sont réputés pour leur humour piquant, leur esprit futé et affûté même, leur capacité à naviguer habilement dans des situations compliquées, dans un milieu international, contemporain, avec de multiples nationalités, au moins une quinzaine de nationalités. Et justement, ce qui nous frappe ici, c'est lorsque ces deux traditions se rencontrent, la tradition d'humour juif et la combinaison avec l'esprit d'Odessa, qui donne une sorte de mix tout à fait unique et extrêmement intéressant. Nous allons le voir concrètement. Donc, à Odessa, si vous voulez, les histoires peuvent être tout à fait drôles, elles ne sont pas toujours aussi pénétrantes que dans l'humour ashkénaze 100%, si je puis dire, mais l'esprit d'Odessa valorise donc l'ingéniosité, l'astuce et surtout l'irrévérence dans tous les domaines. Pour eux, à Odessa, je pense qu'on peut dire que le rire, c'est comme le sel de la terre, le sel qu'on ajoute au plat pour stimuler le goût. C'est ce fameux cum grano salis que célébraient les Romains, ce sel, ce grain de sel justement, qui donnait justement le goût à toutes les blagues. Alors, pour essayer de donner des exemples maintenant de ce que essayais de montrer tout à l'heure, c'est l'art du décalage entre la question qui est posée, qui définit le contexte, et la rupture, c'est-à-dire la chute, qui doit être inattendue, incongrue au besoin, et d'une extrême concision. Alors c'est cette incongruité que l'on voit souvent. Je vous citerai deux ou trois simplement comme exemple. Alors, dans l'humour odessite, il y a très souvent les copines, un peu comme chez Bretéché, les copines qui se rencontrent dans la rue et qui commencent à discuter. Alors, une copine, justement, dit à l'autre, tu sais, je reviens de chez le coiffeur et même d'un cabinet d'esthétique. Mais tu ne me dis rien? Et l'autre répond, ah bon, ils étaient fermés? Point d'interrogation. Voilà, si vous voulez, le côté vachard qu'il peut y avoir dans ces blagues ukrainiennes, odessites en tout cas. Euh, il y a aussi, on pourrait citer beaucoup de blagues concernant les rabbins, c'est très très fréquent, vous le savez. C'est un jeune juif qui s'adresse à son rabbin. Rebbe, je dois me rendre demain à un enterrement, mais ce sera pour moi la première fois et je ne sais pas où me tenir, devant le cercueil ou bien derrière. Et le rabbin répond, ben, où vous voulez, mais surtout pas au milieu. Voilà. Alors, il y a plus noir comme humour, justement très concis et très dense. Ce sont deux vieux copains qui se rencontrent après la mort d'un ami commun. Et l'un dit à l'autre, tu iras à l'enterrement de Friedman demain? Certainement pas. Est-ce qu'il ira au mien, enterrement? Voilà, si vous voulez, cet humour noir qui est assez caractéristique aussi de cet humour dont je parle. Vous avez aussi quelque chose justement qui est intéressant parce que cela joue sur un antisémitisme apparent et vous verrez la chute qui montre le contraire. C'est un juif odessite qui arrive à un magasin d'alimentation et remarque une petite affiche. Il est écrit « Ne pas vendre de la crème aux juifs ». Alors, évidemment, il s'en indigne, il va voir le directeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ne pas vendre de la crème aux juifs? Ce sont les droits de l'homme que vous bafouez. Et la réponse du directeur, et cette crème, vous l'avez goûtée? Voilà, aussi, c'est-à-dire ce rire qu'a l'homme, cette capacité de l'humour de mettre à distance le danger du monde réel, ce rire que purge l'esprit. Euh,
Alors, je ne voudrais pas être trop long. Je vais maintenant arriver à dire quelques mots sur ce que l'on appelle les images satiriques et leur rôle. Ces images satiriques, vous l'avez vu dans les caricatures, les dessins des caricaturistes d'Odessa, venus à Paris en émigration, comme Drizo et Linsky. C'est une vision subjective, volontairement déformée et exagérée d'un personnage ou d'une situation. En d'autres termes, la caricature, c'est l'instrument d'une attaque. Elle n'est jamais neutre. Elle traduit l'opinion et l'objectif, souvent politique, mais aussi social, de l'auteur. On pourrait dire, si on voulait résumer les choses, que les buts du caricaturiste sont pluriels. Il y en a au moins trois essentiels. Il s'agit de faire rire, ou au moins sourire, de faire réfléchir, et troisièmement, de faire réagir. Voilà à quoi servent effectivement, à mon sens, ces caricatures. Et le rire, dans ce cas, doit naître de l'interprétation que l'auditeur ou le lecteur du journal va donner, va signifier. Son esprit de l'approche satirique sont rendus. Il va juger là l'analyse d'une situation humaine complexe, d'une situation politique, de la stigmatisation d'un régime, d'une politique, d'un personnage ou même d'un dieu. Donc, la réaction est aussi extrêmement importante et explique l'importance justement de ces mécanismes que j'essayais de décrire tout à l'heure à partir de la question-réponse et du gap, du gouffre qu'il y a entre le contexte que l'on décrit et la chute qui doit effectivement arriver. Alors, je voudrais maintenant arriver à quelques exemples donc complémentaires de l'humour juif. Avant de passer à l'humour noir, alors des Russes, ce qui m'a beaucoup frappé en essayant de voir ces très nombreux thèmes de l'humour juif, j'en ai compté au moins enfin, près d'une centaine en réalité, mais le thème du bonheur revient extrêmement peu fréquemment, et je me suis demandé pourquoi. Par exemple, le malheur revient en permanence, mais pas le bonheur. Et je me rappelais de ce proverbe yiddish qui dit: un bonheur juif n'est jamais un bonheur complet. Hein. Woody Allen a lui-même parlé du fait que l'on peut, je cite, souffrir de trop de bonheur. Et je repensais aussi à cette histoire drôle au Jardin d'Éden. Au Jardin d'Éden, Ève embrasse Adam et le serre dans ses bras en lui demandant: est-ce que tu m'aimes? Et il répond: est-ce que j'ai le choix? euh, aussi ce problème du bonheur, justement, que l'on ne trouve pas donc apparemment au Jardin d'Éden, on ne trouve pas non plus dans la vie courante, nous disent certaines blagues. Par exemple, là, Abraham, dit la jeune femme, je dois partir d'urgence pour une quinzaine de jours. Parfait, répond son ami, mais tu me demandes même pas où et pourquoi, ma petite Sophie. Tu sais qu'on ne demande pas d'où vient le bonheur. Ou encore, pour ces problèmes du bonheur, justement, un avion survole l'océan, de point, une hôtesse de l'air distribue des gilets de sauvetage avec un sifflet pour faire fuir les requins. Le passager Rabinovitch refuse de prendre un sifflet en disant: avec mon bonheur juif, le requin sera sourd. Donc très peu de blagues quand même sur ce sujet, ou encore celle-ci: bonjour Abraham, tu sais, Tia m'a quitté. Son camarade lui dit: écoute, le mieux est d'acheter une bouteille de vodka, d'y noyer son chagrin. Et l'autre répond: mais ça ne marchera pas pour moi. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as des problèmes d'argent? Non, j'ai pas de problème d'argent, mais je n'ai pas de chagrin. Donc, vous voyez cette complexité de ce que l'on peut appeler le bonheur, ce bonheur donc juif qui n'est jamais un bonheur complet, nous dit-on. Alors là,
Vous vous souvenez aussi de ce terme Tsores, les difficultés, le malheur, même de Tsores haché, qui va des simples difficultés jusqu'à la profonde détresse. Il y a cette sorte d'aphorisme: prenez une dose de Tsores, les vôtres de préférence, et à partir de cela, faites de l'humour. Par exemple, l'image que l'on a souvent de Woody Allen, qui est une sorte de coryphée de l'humour ashkénaze, c'est justement le shlémiel. Ce shlémiel, il y a aussi un proverbe yiddish qui dit: quand le shlémiel tombe sur le dos, il se casse le nez. Tout à fait caractéristique. Ou bien, l'homme dont le destin est de se noyer se noiera dans un verre d'eau. Donc, très sombre humour que nous voyons. Quelque chose aussi qui peut surprendre et qui est assez intéressant à noter, c'est la façon dont les Juifs ont détourné aussi, par le rire ou par le sourire, les expulsions dont ils ont été les victimes si longtemps à travers les siècles. Et il y a justement, dans le peuplement de la Nouvelle-Russie par Catherine II à la fin du XVIIIe siècle, il y a justement le fait que beaucoup de Juifs étaient obligés de passer une frontière, puis l'autre, puis de revenir, repartir, etc. Et à un moment, un jour, un douanier demande à un Juif qui repassait la frontière: mais où vous sentez-vous le mieux? Dans quel pays? Et il répond: pas dans quel pays, en route, c'est là que je me sens le mieux. Alors, quelques mots maintenant sur l'humour et le malheur. Souvent, vous l'avez vu, on nous dit que ces deux thèmes, bonheur et malheur, sont très proches l'un de l'autre, sinon entremêlés. C'est peut-être une façon qu'a l'humour de désamorcer le réel, comme le disait Romain Gary. L'humour sert à désamorcer le réel au moment même où il vous tombe dessus. Alors, il y a beaucoup d'aphorismes à ce sujet. Dans la première partie de la vie, dit-on, on manque de sagesse, et dans la seconde, de santé. Hein. Euh, il y a donc beaucoup de thèmes sur ce sujet et sur ce qui est proche, c'est-à-dire la mort. Alors, sur la mort, justement, on a beaucoup de pensées, évidemment, vous le savez, de Woody Allen sur le sujet, en particulier celle-ci. La vie est une maladie sexuellement transmissible, mais avec un taux de mortalité de 100%. Ou encore, le côté positif de la mort, c'est qu'on peut l'être en restant couché, nous dit Woody Allen. Ou encore, ce n'est pas que j'ai peur de la mort, je veux juste ne pas être là quand elle se présentera. Ou aussi, je ne sais pas ce qui m'inquiète à propos de la mort, sans doute l'horaire. Ou enfin, je ne vois pas la vie après la mort. Quoique, j'ai toujours avec moi des sous-vêtements de rechange. Voilà, si vous voulez, l'humour de Woody Allen, qui est très, très spécifique. Alors, un des thèmes évidemment extrêmement fréquent, et vous connaissez beaucoup d'histoires drôles sur le sujet, les relations entre hommes et femmes. En particulier, je citerai là le cas de deux amies, deux copines justement. Bella, que pensez-vous des hommes? Réponse: les hommes, ma petite Raya, ce sont des souris. Tu regardes chacune d'entre elles, et ce sont des petites bêtes touchantes. Mais dès que tu les as à la maison, tu as envie de les empoisonner. Voilà, si vous voulez, ce genre de réplique où la femme revêche à son mari, revêche aussi, dit: Yaakov, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Peux-tu me dire qui, en dehors de moi, a pu te gâcher la journée? Euh, ou encore, le petit Samuel va trouver sa grand-mère. Mamie, pourquoi papa a-t-il épousé maman? Ah, toi aussi, tu te poses la question. Alors, Woody Allen en a aussi beaucoup parlé, et avec beaucoup de subtilité souvent. Il dit par exemple: chez moi, je suis le boss. Ma femme se contente de prendre les décisions.
tout à fait, l'humour de Woody Allen. Euh, il y en a une autre aussi très brève. Euh, oui, dit-il, j'ai quand même un peu tendance à mettre ma femme sous un piédestal, au lieu de sur un piédestal. Voilà, c'est tout à fait aussi caractéristique. Alors, parmi les autres thèmes très fréquents, alors je ne peux en citer que quelques-uns dans le temps imparti, mais on peut dire qu'il y a aussi cette autodérision, y compris sur le thème de l'identité. On dit, vous le savez, si un juif vous donne son âge, vous pouvez toujours ajouter 5000 ans. Hmm. Ou encore, les juifs nous ont donné Jésus et Karl Marx, et finalement, ils se sont payés le luxe de ne suivre ni l'un ni l'autre. Einstein aussi avait beaucoup d'esprit et disait ceci, un juif qui renonce à sa foi se retrouve dans la même situation qu'un escargot qui renonce à sa coquille. Il reste juif. Ou encore ce dicton juif bien connu, les juifs sont justes comme tout le monde, seulement un peu plus. Ou encore Woody Allen, j'appartiens à ce peuple qu'on a souvent appelé élu. Élu, enfin disons, en ballottage. Voilà quelques blagues aussi. Ah oui, justement sur l'identité juive, une blague aussi juive. Dis-moi, Chaimovic, est-ce qu'il t'est arrivé de cacher que tu es juif? Yasha, mais qu'est-ce que tu veux dire? D'après toi, comment serait-il possible de cacher la pétillance de mes yeux, mon fier profil et mes manières irréprochables? Hmm. Voilà aussi très caractéristique. Alors, maintenant, beaucoup de blagues sur la religion. Mais vous le connaissez comme moi, il y a des blagues alors beaucoup trop longues, mais qui sont absolument intéressantes, passionnantes, comme les clous de Schmuckler. Je vais quand même le lire, même si c'est trop long. Voilà, les clous de Schmuckler, c'est une blague des sites très connue. La famille Schmuckler fabrique des clous depuis des générations. Un jour, le père dit à son fils, Salomon, ça fait 30 ans que je n'ai pas pris de vacances, je te laisse aux commandes et je pars avec ta mère un mois pour me reposer. Papa, mais je ne suis qu'un publicitaire, je ne comprends rien au reste. Fiston, nos entrepôts sont pleins à craquer, vends les clous petit à petit et dans un mois, je serai de retour. 2 semaines plus tard, le père reçoit un télégramme. Papa, viens, urgent, clou fini. Il rentre donc et demande. Comment ça, clou fini? Papa, j'ai sorti une publicité. Montre. Le fils montre le panneau sur lequel il y a Jésus cloué à la croix avec l'inscription Les clous de Schmuckler, ils tiennent depuis 2000 ans. Le père choqué. Salomon, mais es-tu fou? Comment as-tu pu mettre Jésus sur une publicité? Tu veux d'autres pogroms? Enlève-moi ça immédiatement. Alors le fils enlève la pub, on a augmenté la production des clous, le père est reparti en vacances. 2 semaines plus tard, le père reçoit un télégramme. Papa, viens, urgent, clou encore fini. Il rentre. Quoi? Encore le coup de la pub? Oui, mais ne t'inquiète pas. Comme tu voulais, je n'ai pas mis Jésus, j'ai mis simplement, si vous aviez utilisé les clous de Schmucker, ça ne serait pas arrivé. Hein. Voilà. Donc, voilà. Ou encore, alors sur Dieu, Dieu et la judaïté, Dieu et la Vierge Marie, il y a aussi beaucoup de blagues. En particulier sur Marie, ce qui est assez étonnant, il y en a beaucoup sur Jésus, sur Marie un peu moins. Il y en a une en tout cas qui est mémorable. Ce sont des touristes en excursion qui se rendent au paradis où ils voient une vieille femme en train de tricoter des chaussettes. Ils s'approchent d'elle et lui disent avec beaucoup de respect, mais vous êtes si éminente, madame, vous êtes la femme la plus exceptionnelle de l'histoire et vous avez donné naissance à un tel fils. Vous savez, pour nous, Jésus-Christ, alors la Vierge, oui, oui, mais si vous saviez combien avec Joseph nous aurions voulu avoir une fille. Vous voyez, personne, avec des rares, d'oser dire des choses pareilles, mais c'est ainsi. Hein, ou encore sur humour et judaïté, conversation entre deux vieux amis juifs. Dis-moi, tu crois que Boris est juif? Mais oui, et depuis longtemps. Ça alors, tu vois comment la vie peut changer quelqu'un. Hein, voilà. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres blagues à raconter sur les personnalités, sur
etc. Je voudrais quand même maintenant arriver à l'humour plus précisément d'Odessa. Voilà, quelques mots, deux mots quand même sur l'humour noir en Russie, qui est vraiment à connaître. Oui, la Russie, sorte d'aphorisme, la Russie, c'est le pays des possibilités illimitées et des limites impossibles. Ou encore, notre patriotisme est une notion claire, précise et bien argumentée pour dire que nous devons vivre plus mal que les autres. Ou encore, on pense à Navalny, en prison maintenant, il y a beaucoup de gens intelligents, c'est à eux qu'il faut demander conseil. Celle-ci aussi qui est un coup de téléphone, c'est bien le KGB? Oui. Est-ce qu'un perroquet vert ne se serait pas envolé jusque chez vous? Non. S'il vient, je tiens à vous avertir que je ne partage pas ses opinions politiques. Ou encore, voilà, sur les juifs russes. Deux juifs se croisent dans une rue de Moscou. Que penses-tu de Staline? La même chose que toi. Dans ce cas, dit l'autre, désolé, il faut que je t'arrête. Ou encore, deux juifs se rencontrent dans une rue, l'un demande à l'autre, à ton avis, existe-t-il une vie après la mort? Et toi, dit l'autre, penses-tu qu'il y a une vie avant la mort? Hein? Ou ceci aussi comme aphorisme très marquant de l'humour russe. Chaque jour, lorsque je me rappelle que Dieu est juste, je tremble pour mon pays. Alors il y a aussi euh, toutes ces blagues qui sont une sorte de soupape émotionnelle, si vous voulez. Par exemple, un dialogue à mi-voix. Vous savez que l'on vient d'arrêter Rabinovitch. Ça alors? Quand? Pourquoi? Ah, mais attendez, le voici qui passe de l'autre côté de la rue. Alors c'est qu'il ne le sait pas encore. Ou encore, vous décide, c'est quelqu'un qui passe dans la rue sous escorte, ton ami le reconnaît, lui lance de loin. Mais où vas-tu comme ça? À la chasse, répond l'autre. Mais où est ton fusil? Mais tu vois bien, on le porte derrière moi. Hmm. Donc c'est une sorte d'impolitesse du désespoir. Et je dirais simplement, je vous citerai une chastushka, c'est des sortes de quatrains humoristiques ou d'humour noir souvent, extrêmement critiques à l'égard du pouvoir soviétique pendant la période stalinienne et qui dit ceci. Je vous lis juste en russe les deux premières. Suka Stalina rajava. Ach, sia Gruzia drajava. Donc, une chienne a donné naissance à Staline. Ah, toute la Géorgie en a tremblé. Attendez-vous à des malheurs, attendez-vous à des désastres. Un cannibale nous est né. Появился людоед en russe. Hein. Сука Сталина рожала, а вся Грузия дрожала. Ждите горя, ждите бед, появился людоед. Hein. Ça, il faut vraiment, on pouvait être fusillé sur place quand on disait quelque chose dans ce goût-là. Donc, je voulais au moins vous indiquer ceci et terminer par, dans les 5 minutes qui me restent, sur l'humour d'Odessa. On disait aussi, on dit à Odessa, l'humour, c'est la base de la langue odessite. Hein, cette langue vinaigrette que l'on connaît bien, effectivement, à Odessa, où l'on mélange un petit peu les différentes langues. Donc, cet humour railleur, on le voit dans, oui, en particulier à propos des questions-réponses. Un touriste demande à un Odessite, dites-moi, c'est vrai qu'à Odessa, on répond à une question par une question? Ah bon, qui vous a dit ça? Hein. Ou vous ne savez pas où est la rue des Ribas? Quoi, moi je ne sais pas, mais c'est vous qui ne savez pas. Tout à fait caractéristique. Ou encore, un jour un visiteur interroge un Odessite. Combien y a-t-il d'habitants à Odessa? 300 000. Et combien de juifs? Enfin, je viens de vous le dire, 300 000. Hein. C'est le moment où il y avait un nombre évidemment très très important euh, de juifs. Alors, il y a sur tous les sujets, mais par exemple sur l'hospitalité, beaucoup de choses assez intéressantes. Chaya Salamonovna, voulez-vous que l'on dîne ensemble ce soir? Oh, avec plaisir, Abraham Ilitch. Bon, alors disons à 19 heures chez vous. Ou encore, Madame Lévy pour le thé chez Madame Salomon. Encore un gâteau, Madame Lévy.
Oh, j'en ai déjà pris 3. Non, non, vous en avez pris 5. Mais prenez-en encore un, quand même. Est-ce que vous croyez que je compte? Hmm. Alors, il y a aussi, j'avais cité tout à l'heure quelque chose sur l'enterrement de choses. Il y en a un autre aussi, une autre blague, si l'on peut dire, histoire sur l'enterrement. Un convoi funèbre sort du théâtre d'Odessa. Deux passants. Pouvez-vous me dire qui on va enterrer? Réponse. Je crois un artiste, Jan Polski, il me semble. Oh Seigneur, Jan Polski serait-il mort? Oui, sans doute, à moins évidemment que ce soit une répétition. Alors, sur les copines, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, euh, ah oui, tu sais, Sarah a fait passer une annonce pleine d'humour dans le journal. Bon état de marche apportera lumière et chaleur dans votre vie. Mais a-t-elle eu une réponse? Une seule, de la centrale électrique près de chez nous. Ah oui, celle-ci aussi, parce que le marché, on disait à Odessa, et on dit toujours d'ailleurs lorsqu'on veut s'amuser, on va au marché comme on va à l'église, ou comme d'autres vont à l'église. Et ici, il y a justement cette petite blague. Nora, dit cette jeune femme, j'ai vu ton mari hier au marché, mais il ne m'a pas aperçu. Et l'autre répond, ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ou encore, ma petite Xenia, joyeux anniversaire. Et quel âge avez-vous? Lorsque j'ai épousé Abraham, j'avais 20 ans et lui 40. Je suis donc 2 fois plus jeune que lui. Maintenant, il en a 70 et donc moi, cela fait 35. Voilà. Ou encore, ma petite Sophie, vous savez que votre mari court après les jeunes filles. Ah, ne m'énervez pas. Mon chien court après les autos, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui les attrape et qu'il prend le volant. Ou encore, Sarah, tu te rends compte, Abraham, dans son testament, a laissé 100 000 $ à Tsilia, qui, il y a 40 ans, avait refusé de se marier avec lui. Ah, je le comprends, c'est pour la remercier. Donc, beaucoup, beaucoup de gens. Et là, je vais presque terminer là-dessus. C'est la prostitution, comme dans tous les ports, était très importante à Odessa, et il y avait cette blague à ce sujet. Sa fille s'est mariée, et puis le marié demande le divorce. On était au tribunal, et le juge pose cette question au mari, pourquoi avez-vous décidé de divorcer? Il répond, ma femme ne me convient pas en tant qu'épouse. Et la belle-mère qui est sur les gradins et qui a certainement eu sa vie à elle. Non, mais regardez-moi cette sainte nitouche, crie la belle-mère donc depuis sa place. Ma fille a fait plaisir à la moitié d'Odessa et à lui, elle ne lui convient pas. Grande surprise. Voilà, si vous voulez, quelques astuces. On peut en lire beaucoup. Et je termine là-dessus. J'ai prié Dieu, dit une dame, j'ai prié Dieu pour qu'il me donne un bon mari. Et Dieu m'a donné un bon mari. Mais mon mari, lui, il n'a pas prié. Alors, il a eu ce qu'il méritait. Voilà, si vous voulez, quelques exemples de cet humour, humour euh, d'un personnage qu'on appelle un Américain à tirer, c'est-à-dire tiré T-I-R-E-T, qui effectivement est américain, mais aussi lituanien, mais aussi autrichien, comme les Woody Allen. Et c'est cet humour complexe, si vous voulez, qui est particulièrement intéressant. Et ces exemples d'humour ashkénaze, celui de Woody Allen en particulier, l'humour noir des Russes, l'humour plus bon enfant, si vous voulez, que l'on trouve à Odessa. Voilà quelques exemples qui montrent la variété en réalité de l'humour qui se retrouve évidemment dans tous les pays, mais de façon très complexe et très différente entre l'humour anglais, l'humour français, l'humour, etc. L'avantage, et je termine vraiment là-dessus, sur cet humour juif, c'est que c'est toujours un humour consistant qui a un poids de réflexion sur la vie, sur soi-même, sur les autres, qui est tout à fait marquant. Et c'est cela que je voulais terminer un petit peu ces quelques remarques. Merci beaucoup.